Nous sommes ravis avec l'équipe Oston Futur de vous accueillir pour la 3e édition des rencontres inspirantes avec les professionnels, dédiées aux collégiens et aux lycéens, et merci aux parents, aux professeurs et donc aux différents accompagnants. Tout d'abord, je tiens à remercier Nantes Université, plus particulièrement la faculté de droit qui nous accueille aujourd'hui. Donc merci à eux. Oston Futur, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Au-delà d'être une association qui milite pour l'égalité des chances, c'est tout d'abord pour vous montrer, pour gagner en confiance, vous montrer qu'il y a plusieurs chemins possibles pour réussir et surtout que vous avez droit de rêver, vous avez droit d'avoir de l'ambition et vous avez surtout droit d'oser votre futur en grand. Donc, pour paraphraser, excusez-moi, Nelson Mandela, un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. Et qui se cache derrière l'association Oston Futur? Donc, tout d'abord, des bénévoles engagés et passionnés et qui donnent de leur temps. Laissez-moi vous présenter Héloïse Tobossi, qui est notre trésorière, Benoît Poquet, qui est à l'initiative du projet des procès fictifs et qui est notre secrétaire générale. Rebecca, qui est à l'origine du graphisme que vous pouvez voir et du carnet et des stylos qu'on vous a offerts. Donc je vous enjoins à marquer des phrases, des mots qui vous inspirent, de façon que demain, quand vous réouvrez ce carnet, eh ben, vous puissiez être inspiré et que vous puissiez vous dire que tout est possible. Et là, on aura réussi cette journée. En tout cas, c'est l'objectif qu'on a pour vous. Donc, Clara Barito, qui a été stagiaire chez Oston Futur, qui est là, qui m'aide sur cette plénière, et Clara qui a souhaité rejoindre l'équipe suite à son stage. Et je l'en remercie. Violette Vidal, qui est notre salariée, qui nous a aidés à organiser cet événement. Brigitte Hérault, qui était une des premières personnalités de la première plénière Oston Futur et qui nous a rejoints, et c'est un grand plaisir. Également Juliette Leray, qui est stagiaire depuis 2 mois et qui a aidé à animer les réseaux sociaux pour vous communiquer les éléments de cet événement. Une dernière recrue est arrivée, donc Catherine Michel, Pascal Potier-Roucan et Joël Lucas, que je remercie, et c'est un vrai plaisir de collaborer avec elle. Alors, derrière une association, il y a bien sûr des partenaires, donc c'est aussi l'occasion de les mettre aujourd'hui en lumière. Donc, je tiens à remercier plus particulièrement la Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire, qui est notre premier mécène et qui a cru en notre projet dans tous les débuts. Donc, je remercie les équipes que je vois aujourd'hui. Je vois Anne, Laurence Cabel, Marie, Nader, qui est une des personnalités de la plénière. C'est un vrai plaisir de collaborer avec eux. Donc, le département de Loire-Atlantique également. Nantes Université, qui nous accueille, bien sûr. Nantes Métropole, la ville de Nantes. La préfecture des Pays de la Loire, l'Académie de Nantes. Le Fonds pour le développement de la vie associative et bien sûr les Cordées de la réussite dont beaucoup d'élèves viennent aujourd'hui de ce dispositif-là. Le quartier 2030, l'Agence nationale de cohésion des territoires et Nantes InnovNob Campus. Donc les élèves du Grec-Neuve sont présents aujourd'hui. Je les remercie, ils sont 5 étudiants qui vont capter l'événement, qui vont nous faire un petit film des meilleurs moments. Donc je les remercie et je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Merci à vous. Donc je vais demander à Linda Blanchard-Guillot, qui est chargée de l'égalité des chances, qui s'occupe du dispositif des Cordées de la réussite et qui travaille au rectorat, qui va prendre la parole. Merci Linda de ta présence, c'est un vrai plaisir de collaborer avec tes équipes et notamment avec François Madec qui est un de tes collègues. Merci. Bonjour à tous, assez impressionné d'être de ce côté-là de l'amphi. Quand on est tout en bas, on ne s'aperçoit pas du nombre de personnes qu'il y a, donc c'est un vrai bonheur. Voilà, moi qui ai vu les coulisses se mettre en place depuis un certain nombre de mois, de voir tous réunis ici. Alors, il y a un vieux proverbe qui dit que la chance sourit aux audacieux. Ben moi, je pense que la chance sourit aux plus curieux. Et j'ai véritablement le sentiment
que c'est ce qui vous réunit aujourd'hui, cet après-midi dans cet amphithéâtre. Et c'est cette curiosité qui vous a probablement poussé à réagir positivement aux sollicitations que beaucoup de chefs d'établissement ont dû faire redescendre dans vos boîtes mail ou dans ceux de vos parents. Peut-être aussi avez-vous été sollicité par votre CPE, par vos professeurs principaux, par les référents de cordée, et évidemment, je les remercie très sincèrement, peut-être aussi par les réseaux sociaux. En tout cas, c'est cette curiosité-là qui vous permet d'être là cet après-midi. C'est aussi cette même curiosité qui vous offre la possibilité de goûter un tout petit peu là au statut d'étudiant pour les collégiens et pour les lycéens, et puis de renouer peut-être avec d'anciens souvenirs. Je m'adresse là aux parents. Voilà, c'est-à-dire que là, on est, grâce à Nantes Université, dans un amphithéâtre, et donc l'objectif, c'est peut-être aussi qu'un jour, vous vous retrouviez dans ce type d'amphi pour assister à des cours, pour partager voilà, des moments où vous allez apprendre, où vous allez mûrir, et vous allez pouvoir évidemment développer des compétences. Et donc cette curiosité-là vous amène ici, voilà, dans cette posture-là. Et ça, c'est plutôt sympa. Et c'est cette même curiosité qui vous permet aussi de bénéficier d'un après-midi quand même assez particulier, grâce à l'association Ose ton futur. Et évidemment, sincèrement, je suis très contente de les connaître, super fière du travail accompli depuis le début, notamment par Nabila, qui sait embarquer toutes ses équipes autour d'elle pour vous offrir ce moment de partage, ce moment d'échange, où vous allez pouvoir rencontrer plein de gens, parce que tous les gens qui sont là, ce sont des gens qui ont plein de choses à vous raconter, ce sont des gens généreux déjà, et puis qui ont des parcours à partager avec vous. Et nous partageons tous cette même conviction que c'est dans l'échange que nos petits bouts de chemin s'en trouvent parfois modifiés. Parce qu'une lumière allumée d'un côté va nous permettre de prendre un chemin qu'on n'avait soit pas imaginé, soit même pas envisagé parce qu'on ne le connaissait pas. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est ça, d'apprendre à ouvrir des perspectives, ouvrir le champ des possibles, évidemment, et que vous puissiez en profiter pleinement. Alors vous allez rencontrer évidemment des personnes inspirantes, découvrir des parcours qui soit vont vous conforter aussi dans des idées que vous aviez déjà en tête, soit ils vont aussi vous bousculer, parce que vous allez peut-être aussi vous apercevoir que c'est peut-être pas tout à fait ça en fait ce que vous aviez envisagé. Et c'est ça aussi qui est bien, parce que le chemin qu'on se fabrique tous et toutes, c'est pas un chemin en ligne droite, c'est un chemin qui doit au contraire être un petit peu cabossé de temps en temps, parce que c'est ces petits dodans là qui nous permettent tout à coup de changer de perspective, de regarder non plus d'un côté, mais en face de nous ou de l'autre côté, voire derrière. Et donc moi là, je terminerai ce moment-là en vous disant que l'essentiel c'est d'oser, pour reprendre évidemment ce beau nom de cette association, oser rêver, oser se projeter, oser se tromper aussi, parce que c'est toujours assez formateur, parce que de toute façon on acquiert des compétences en se trompant. Mais il y a un philosophe que j'aime bien, que je ne connais pas, il s'appelle Nietzsche, mais qui a dit quelque chose qui m'a toujours guidée, c'est il faut devenir qui on est. Voilà. Et donc il faut creuser en soi pour découvrir ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait avancer, même quand on ne sait pas du tout ce qui nous fait vibrer et ce qui nous fait avancer. C'est au contact des autres, c'est au contact des rencontres que l'on peut faire que petit à petit les choses vont se forger. Et on devient nécessairement qui on est. Donc je vous souhaite une très très belle exploration aujourd'hui en compagnie de tous ces gens motivés et riches de leur expérience. Merci beaucoup. Écoute, on fait attention à ton cardio.
peut-être ou pas. Donc Michael Jordan, donc, qui est un des plus grands basketteurs du monde. J.K. Rowling, qui est en fait l'écrivaine de Harry Potter, Oprah Winfrey, qui est une présentatrice de télévision aux États-Unis, qui est une des femmes les plus influentes, et Albert Einstein. Qu'ont-ils en commun ces 4 personnalités? Donc, je vais vous faire passer un micro. Ils ont persévéré pour arriver à leur vécu, à leur expérience. Tout à fait, exactement. Il y a d'autres réponses possibles. Très bonne C'est une réponse. bonne réponse. C'est par là qu'il faut démarrer, tu as raison. Ils sont tous les 4 très connus. Ils ont une belle notoriété. Bonjour. Ils ont choisi ce qu'ils voulaient faire. Oui. Donc l'échec, effectivement. L'échec, donc pour rappel, Michael Jordan, je ne sais pas si vous le saviez, mais Michael Jordan, en fait, n'a pas été accepté dans son équipe de basket. Ce qui est assez hallucinant quand vous savez la personnalité et le sportif de renom qu'il est aujourd'hui. Et Michael Jordan, je pense que c'est ce qui a aussi motivé sa persévérance et son envie de réussir. Michael Jordan va vous dire « J'ai raté plus de 9000 tirs. Dans ma carrière, j'ai perdu plus de 300 matchs, 26 fois. On m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi je réussis. » Alors, J.R. Rowling, il faut savoir que c'est une femme qui a élevé son enfant tout seul, qui était divorcée et qui vivait des allocations sociales. Et quand elle a lancé le projet d'Harry Potter, elle a perdu sa maman malheureusement. Alors elle aurait pu tomber en dépression, mais pour autant, elle a persévéré sur son projet et pendant 7 ans, elle a écrit et elle a persévéré pour écrire son livre Harry Potter. Et une fois fini, en fait, personne n'en voulait. Elle n'a pas trouvé d'éditeur. Et il y a eu une personne qui lui a fait confiance et aujourd'hui, on connaît le succès mondial qu'a Harry Potter et elle est milliardaire et elle est une des écrivaines les plus payées au monde. Alors, Oprah Winfrey a été jugée inapte à la télévision. Elle a été licenciée dans ses débuts. Alors, méchanceté ou simple erreur de jugement. Pour autant, la vérité, c'est que cela n'a pas d'importance, puisqu'elle fait ce qu'elle a toujours voulu faire en dépit des hauts et des bas. L'échec peut être une source d'innovation et d'opportunité. Ce qui va faire la différence, c'est comment vous allez faire pour ne pas rester sur cette mauvaise expérience. Pour vous relever et affronter les défis de la vie. Pour vous relever et affronter les défis de la vie. Ou négatif, il y a une source d'apprentissage qui vous encouragera à mieux faire. Alors Albert Einstein, on ne le cite plus, il est connu. Pour autant, Albert Einstein est un génie, effectivement, mais pour autant, il était soupçonné d'être déficient mentalement. Renvoyé d'une école et refusé par une autre, Albert Einstein a persisté et est devenu l'homme qui a changé la physique et qui a gagné le prix Nobel pour ses recherches. Et Einstein vous dira « n'abandonnez jamais ». Peu importe les jugements qu'on l'on porte sur votre personne, restez confiant, car un jour ou l'autre, votre talent s'exprimera. Et au bout du bout, ces personnalités, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Elles ont en commun qu'elles ont cru en elles, et elles partent du principe, vous avez tous des talents. Après, c'est votre capacité à les exprimer, c'est votre capacité à être motivé et à croire en vous, et de rêver grand. Alors, je vais avoir le plaisir d'accueillir des personnalités pour cette plénière, qui ont des parcours, soit en ligne continue, soit en ligne discontinue, mais qui ont à cœur de vous livrer les clés de leur réussite, leurs échecs, leur fierté, et surtout vous montrer comment on peut persévérer et arriver au métier qui nous passionne. Donc, merci à eux d'être présents. Je vais demander à Carole Saout-Gritz, qui est fondatrice du média
Andrea Océan Connecté, directrice du bureau d'études Glaséo, ingénieure d'études en océanographie physique. Carole, je vous en prie, prenez place ici. Merci Carole pour votre présence et d'avoir répondu à cette invitation. Alors je vais demander à Franck Bininski, président du tribunal judiciaire de Nantes également. Merci Franck d'être parmi nous. Je vous en prie, prenez place. Également, je vais demander à Nader Chayanfa, qui est chargé d'affaires professionnelles à la Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire. Merci Nader d'être présent. Tout d'abord, merci à vous. Donc, Carole, je vais vous poser une question. Expliquez-nous votre parcours, s'il vous plaît. Avec un micro, c'est plus simple. Bonjour à tous. Mon parcours professionnel, il est tissé de fil rouge avec deux passions, la mer et les sciences. Puisque j'ai grandi dans le golfe du Morbihan, du côté de Vannes. J'ai donc grandi auprès de la mer, même si je ne l'ai jamais pratiquée, parce que je n'avais pas de famille qui pratiquait la mer. Mais j'ai grandi avec la mer et j'ai très vite adoré les sciences durant mon école. Donc je suis arrivée assez naturellement à passer un bac scientifique général. Et puis j'ai continué en classe préparatoire en faisant des maths et de la physique qui étaient les deux disciplines qui me passionnaient le plus. Après 2 ans de classe préparatoire, je n'ai pas obtenu les concours de grandes écoles que j'espérais. Donc j'ai voulu quand même continuer dans ces études en maths et en physique. Et donc j'ai rejoint la filière universitaire, sachant qu'à l'époque il n'y avait pas forcément de passerelle. Donc il a fallu que je fasse une année de 2e année universitaire pour valider mon parcours de classe préparatoire. Et puis ça m'a permis d'aller jusqu'à la maîtrise, donc l'équivalent du master 1 en physique générale. Et puis là, au cours d'un stage en fin de 4e année, j'ai fait un stage sur la turbulence et la physique des fluides, turbulence dans l'eau. Et finalement, je me suis aperçue qu'il y avait un lien entre la physique générale et l'eau, la mer et les océans particuliers qui me passionnaient toujours. Et j'ai découvert qu'il y avait en fait une filière en 5e année qui proposait une formation en océanographie physique à Brest. Et donc je suis partie de Rennes à Brest pour suivre cette 6e année en DEA, donc l'équivalent du Master 2, en océanographie physique, météorologie, environnement. Après quoi, en général, la majorité de la promotion souhaitait se diriger vers une thèse pour faire de la recherche. Moi, je voulais faire une thèse, mais je ne voulais pas faire une thèse sur un sujet très abstrait. Donc, j'ai cherché un sujet de thèse concret, j'en ai pas trouvé. J'avais pas l'intention non plus de partir à l'étranger faire un postdoc, parce que c'était souvent le cas des gens qui partaient dans la filière recherche. Et j'ai en même temps essayé de chercher des opportunités de travailler après mon bac 6. Je suis restée une longue période au chômage, qui n'a pas été simple, mais j'ai réussi au bout de quelques temps à trouver une opportunité de travailler comme ingénieur d'études à Brest, donc d'abord au sein du CHOM, le service océanographique de la Marine nationale, sur un petit contrat, et puis après j'ai rejoint l'Ifremer sur un plus grand contrat qui s'est prolongé. Au final, je suis restée un peu plus de 10 ans à Brest en océanographie physique, avec une expérience qui s'est forgée au moment où il y a des grands programmes en océanographie qui ont émergé, donc j'ai acquis une compétence aussi particulière. Et puis la vie m'a menée de Brest à Nantes pour des raisons personnelles. Et arrivé à Nantes, je n'avais pas de labo d'océanographie physique, je n'avais pas d'institut qui faisait de l'océanographie physique, ni d'entreprise. Donc j'arrivais aussi sur un territoire que je ne connaissais pas forcément beaucoup d'acteurs. Et donc j'ai décidé après une petite expérience dans un bureau d'études intermédiaire, j'ai décidé de créer ma propre entreprise, ma propre structure, donc qui s'appelle Glaséo, qui est un bureau d'études en
suis en EURM, je travaille toute seule, mais je travaille en soutien à la recherche pour des études scientifiques et techniques dédiées à l'océanographie physique. Et ça fait 17 ans maintenant que je poursuis cette activité dans les sciences et dans l'océanographie physique. Et puis, il y a 4 ans, j'ai, inspiré par tout ce parcours et par toutes ces rencontres, j'ai décidé aussi de créer une deuxième activité entrepreneuriale sur un média des sciences de la mer pour partager un peu les connaissances scientifiques avec le plus grand public et au travers d'un média d'information. Super, merci Carole. Très beau parcours et qui s'est dessiné en fait au fur et à mesure de l'expérience et de votre parcours. Franck, également, la même question. Parlez-nous de votre parcours, s'il vous plaît. Merci d'abord, Nabila, de cet événement. Et puis, merci aussi à vous d'être venus vraiment aussi nombreux, je sais, je veux dire, assez nombreux. Donc, je m'appelle Franck Bielitzky, j'ai 56 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants, je préside le tribunal judiciaire de Nantes depuis maintenant 3 ans. Comme mon nom l'indique, je suis d'origine polonaise, je suis un homme du Nord, et le vrai Nord, pas Paris, le département du Nord, 59, 59, dans une commune qui s'appelle Wallers-Sarambert. Wallers-Sarambert, pour les amateurs de la petite reine, du Paris-Roubaix, l'enfer du Nord, c'était chez moi. Donc ça me fait plaisir que j'y retrouve d'ailleurs de temps à autre. Mon grand-père était mineur dans la Haute-Fosse, mon père était ouvrier dans une usine d'amiante. Et il y avait une incitation assez forte chez moi, en tout cas de la part de mes parents, de dire fiston, essaie d'avoir mieux que ce qu'on a nous à la maison. Pas de manière envieuse, peut-être pas par jalousie du bourgeois voisin, pas du tout comme ça, mais pour dire essaie d'être dans de meilleures conditions matérielles que ce que l'on peut avoir à la maison. Donc c'est ce que je me suis employé à faire. Je suis un homme qui est plutôt attiré par les lettres et l'histoire. J'ai suivi une première et une terminale A. À l'époque, on parlait de A2, lettres et langues. Puis très vite, les professeurs m'ont dit il n'y a pas de débouché là-dedans, ça ne sert à rien. Les lettres, pensez-vous, ça peut être écrivain, ça peut être Chateaubriand, Proust, c'est pas la peine de se lancer là-dedans. L'enseignement est complètement bouché, l'histoire aussi. Alors évidemment, on va dire un peu ce que je vais pouvoir faire là-dedans. On avait subi à la maison l'épreuve quand même de plusieurs plans de licenciement économique. Donc mon Dieu, comment ça va se tourner pour moi? Et puis j'ai fait le tour des facultés. Je suis tombé sur la faculté de droit de Valenciennes. J'ai vu un thésard, un doctorant avec une faluche sur la tête, des pins, ça me semblait assez sympathique. Au-delà de ça, il a quand même réussi à me convaincre qu'il y avait beaucoup de choses à faire avec le droit. Il y a les disciplines dures, le métier de Benoît Pouquet que vous avez vu tout à l'heure, avocat, juge, le mien, maintenant, commissaire de justice, huissier, mais il y a aussi tous les métiers du droit bancaire, de l'assurance. Donc il y a plein de débouchés là-dedans, je dis qu'on va refaire ça, puis on verra après. Et donc je me suis lancé là-dedans, et puis assez rapidement tout de même, j'étais à la recherche d'un métier qui soit un métier, comment dirais-je, chargé de sens, mais aussi un métier qui puisse faire la fierté des miens. J'étais assez sensible à ça et j'ai choisi assez naturellement la magistrature. On en gardera un peu le secret parce que je suis un homme de la campagne, donc vous savez, à la campagne, le fait de dire tu veux être juge, c'est ça, c'est un prétentieux, on a bien compris, puis tu n'arriveras pas, et je pense qu'on aurait quelques voisins qui se seraient vraiment plu de dire, d'avoir constaté mon échec. Donc on a gardé ça évidemment bien secret, ma mère, mon père, moi, ma sœur. J'y suis parvenu, j'ai passé différents concours, le concours d'examen d'entrée au barreau, parce que je veux vraiment toujours avoir plusieurs fils en quelque sorte, plusieurs coups, puis le concours de la magistrature que j'ai obtenu. J'ai fait à l'époque le service militaire, voilà, qui était à l'époque de 10 mois, donc j'ai fait ça dans les chasseurs à pied avec Lich en Allemagne. C'est aussi une expérience utile et intéressante, dois-je dire. Et puis ensuite, j'ai eu un parcours à Bordeaux, l'école de la magistrature, une scolarité de 31 mois, puis différents postes dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, et puis ensuite, dernièrement, dans l'Oise, à Beauvais, où je présidais le tribunal depuis septembre 2021, à Nantes également, en qualité de président du tribunal judiciaire. Voilà, en quelque sorte. Merci, Franck. Merci. Nader, également, quel a été ton parcours? Alors, mon parcours est plus court que le leur. J'ai 34 ans et je suis chargé d'affaires professionnelles à la Caisse d'épargne depuis maintenant bientôt 6 ans.
Alors mon parcours scolaire, j'ai commencé par un BEP vente. J'ai ensuite enchaîné sur une première adaptation qui m'a permis de réintégrer un parcours technologique et général. J'ai passé mon bac. Suite à ça, j'ai été en BTS MUC avec un module Europe, ce qui m'a permis de voyager un petit peu. Et j'ai enchaîné sur une licence en commerce, management et marketing à l'école de commerce nantaise. Voilà en ce qui concerne mon boxeur depuis 2007 maintenant. Et donc du coup, j'ai fait le choix de quitter l'entreprise. Et pendant 1 an, j'ai fait des petits travaux pour gagner ma vie, où je cumulais préparateur de commandes chez Chronodrive, livreur de pizza chez Domino's, et le week-end, je faisais serveur et vigilant en boîte de nuit pour gagner mes sous. Et au bout d'1 an, j'ai eu un message d'un ancien camarade de promo qui me dit Valentin, est-ce que ça t'intéresse de bosser en banque? Ce gars s'appelle Owen Neo. Je lui ai dit pourquoi pas. Moi, la banque à la base, c'était pas du tout un métier qui me donnait envie. Je ne cache pas, c'était pas mon truc, les bureaux, tout ça, ça m'intéressait pas. Et finalement, je me suis dit, là où j'en suis, de toute façon, j'ai pas grand-chose, donc j'ai tenté l'aventure. Et du coup, j'ai commencé à l'accueil. 3 ans et demi après, l'entreprise m'a fait confiance et m'a confié la direction d'une agence. Donc, je suis super content. Mon agence a fermé. Ça, c'est pas bon. Et donc, du coup, toujours avec mon projet d'être directeur d'agence, mais hiérarchique, mes patrons m'ont conseillé d'aller sur le marché des professionnels pour parfaire mon expertise. À la base, j'avais pas du tout envie d'y aller. Pourquoi? Parce que ça me faisait peur. La comptabilité, j'étais nul. Quand j'avais ça en cours, pour moi, c'était ma bête noire. Et aller faire ce métier-là, ça m'intéressait pas du tout. Et finalement, j'ai suivi le conseil qui m'avait été donné par mon patron de l'époque. Il me dit Valentin, moi, je te vois faire ça, donc fais. Donc j'ai fait. Et ça fait 5 ans et demi, bientôt 6 ans que je fais ce métier-là aujourd'hui, pour lequel je prends un plaisir qui est monstre. Sincèrement, je prends beaucoup de plaisir. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Donc voilà, mon parcours professionnel. Merci à vous pour le partage. Carole, quel a été votre plus grand échec? En fait, quand vous m'avez posé cette question, le premier réflexe a été de me dire en fait, j'ai pas eu d'échec. Bon, après, j'ai creusé et j'ai trouvé des moments, effectivement, où le parcours n'a pas été linéaire et il a fallu que je rebondisse. Et donc, des moments qu'on peut qualifier d'échec, tout dépend après de ce qu'on en fait. Moi, j'ai eu 2 moments un peu compliqués. Le premier, ça a été la période de chômage. Je finis mes études, je suis à Bac+5. J'ai que 23 ans, mais à l'époque, on n'avait pas le droit d'allocation chômage. Et voilà, je ne peux pas payer un loyer, je ne peux pas rester à Brest. Et donc, je reviens chez mes parents à Vannes pendant quasiment 10 mois, en étant au chômage. Et surtout, à l'époque, on n'était pas connecté comme on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, pour envoyer une lettre de motivation, une candidature dans une entreprise, on n'a pas les mails, on n'a pas le téléphone pour le faire en 30 secondes et surtout recevoir une réponse en 30 secondes. À l'époque, il fallait... moi, j'avais un gros ordinateur avec l'unité centrale dans ma chambre, une petite imprimante. Et donc, je tapais ma lettre sur l'ordinateur, je mettais ça dans une enveloppe avec un pain, mais je mets la boîte aux lettres jaune et j'attendais que dans la boîte aux lettres, je reçois une réponse de mes candidatures. Donc, sur une centaine de candidatures que j'ai pu faire, j'ai dû en recevoir 4-5 qui me disaient que mon profil était intéressant, mais qu'il n'y avait pas d'opportunité. Donc, ça a pris du temps jusqu'à ce que finalement, j'ai commencé ma période de chômage en septembre et en janvier, j'ai eu l'opportunité par Pôle emploi à l'époque de faire un atelier d'animation qui était dédié donc à des chômeurs de tous âges et de tous horizons, de tout type, sur savoir refaire son CV, communiquer, parler en public, se présenter, etc. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, c'est pour une semaine, ça m'occupera. Et surtout, ça me fera peut-être rencontrer d'autres personnes qui sont à la même situation que moi, avec d'autres profils. Et de cette semaine-là, en fait, j'en ai tiré beaucoup de profit avec des gens qui ont trouvé de l'emploi aussi grâce à cette semaine en immersion. Et moi, ça m'a permis de me connecter à des gens qui sont restés aussi des amis, de me rendre compte que je n'étais pas toute seule au chômage et qu'il y avait une dynamique aussi à trouver en groupe. Puis le deuxième moment un peu tendu, on va dire, c'est le moment où j'ai déménagé de Brest à Nantes avec la famille. Et là, je me retrouve sans
Voilà, sans laboratoire de scénographie physique, ça faisait déjà 10 ans que je travaillais dans cette discipline. Et donc j'avais deux choix qui se sont imposés à moi, soit je change de métier et puis je vais chercher autre chose parce que je ne voyais pas franchement d'opportunité. Soit je trouve une petite solution pour essayer de continuer sur ce métier qui me passionnait, que je n'avais pas du tout envie d'abandonner. Donc j'ai travaillé une petite année, 10 mois à nouveau, dans un bureau d'études qui a eu la gentillesse de m'accueillir. Je travaillais pour Brest, parce qu'il y avait une antenne à Brest, mais dans les locaux nantais, donc c'était du télétravail à l'heure et Covid n'était pas passé par là. Et en 2007, le travail à distance, surtout dans la niche d'activité dans laquelle je suis, n'était pas du tout dans les codes. Donc il fallait que je fasse un rapport toutes les fins de semaine sur le travail que je fais dans la semaine, que j'aille une fois par mois à Brest pour rencontrer les gens pour lesquels je travaillais. J'ai fait ça pendant une petite année pour rapidement me rendre compte que d'une part, je n'avais pas beaucoup d'interaction avec les gens avec qui je travaillais. J'avais même pas forcément un directeur qui était très attentif à ce que je faisais et que finalement tout reposait sur mes épaules et l'expertise que j'avais, c'était en fait uniquement la mienne et que je pouvais très bien le faire de la maison. Ça me compliquerait moins la tâche matérielle et ça m'allégerait forcément de beaucoup de choses tout en me permettant de travailler plus librement. Donc c'est comme ça que j'ai créé mon entreprise. Super, donc en fait les leçons que vous en avez tirées, vous avez su vous adapter et vous avez fait de belles rencontres. Voilà, j'ai fait des rencontres et j'ai persisté dans l'idée de me dire en fait c'est vraiment ce métier-là que je veux continuer de faire. En fait. Comment je peux trouver les moyens autres de le faire que dans un schéma classique. Et effectivement, aujourd'hui, je pense que je suis une des rares océanographes qui travaille toute seule à son compte comme indépendante dans un milieu qui est quand même plutôt académique qui en a besoin. Très bien, félicitations. Franck également, quel a été votre plus gros échec? Permis de conduire. J'ai connu la 5e fois. On va raconter ça très rapidement. Je confesse que j'étais encore et j'ai fait une hésitation sur un gros échec. La première fois, je cale les animateurs me disent recalez, monsieur. Et à l'époque, dans le contexte où je l'ai préparé, j'étais quand même beaucoup plus jeune, beaucoup plus timide et réservé que maintenant, donc ça m'avait complètement décontenancé. Deuxième fois, je tombe sur le même examinateur. On passe dans une ville, une commune du Nord qui s'appelle Denain. Il y avait des rues où la vitesse était limitée à 30. Bon, je respecte le 30 en me disant si je vais au-dessus, même si ça se trouve aberrant comme vitesse, on respecte les limitations. Monsieur, vous ne passez pas le permis vélo. Alors, ensuite, j'ai changé d'examinateur. Là, j'ai fait une bêtise qui est tout à fait de mon fait. Voilà, et puis la quatrième fois, je l'ai eu ensuite sans difficulté. Ce que j'en ai retenu, c'est que finalement, l'attention à autrui, la nécessité de faire attention aux gens auxquels on travaille, c'est ce que j'essaie de mettre en application aujourd'hui avec les personnes avec lesquelles je travaille au tribunal. Faire attention, pas nécessairement être là comme ça, en balançant des espèces de doukas, de dictates qui sortent de Jupiter. Alors par contre, vous attirez mon attention, vous avez dit que vous étiez timide et vous faites un métier aujourd'hui où vous devez vous exprimer auprès de beaucoup de gens. Comment vous avez transcendé cette timidité? Parce que c'est surtout ça qui va nous intéresser, comment vous avez transcendé vos difficultés. Je peux vous le dire aussi, c'est une expérience de CM2 cette fois, c'est la natation, c'est-à-dire moi j'étais plutôt si vous avez une image de bande dessinée, Peter Parker, l'homme araignée, mais avant d'être piqué par l'araignée radioactive, plutôt rat de bibliothèque, très sérieux, très réservé, très timide. J'avais des copains très turbulents, donc à la piscine, c'était allez, on va te faire prendre la tasse. Donc vous voyez, j'avais plutôt tendance à rester près du bord pour éviter tout ça. Et puis à un moment, l'instituteur, c'est l'instituteur qui nous apprenait à nager, il n'y avait pas de moniteur à l'époque, et il me dit, allez, toi là, t'y vas, j'avais la planche et les 5 bouées, donc il me dit, allez, t'y vas sans la planche, paf. 25 mètres. Je remonte, allez hop, 4 bouées, 3, 2, 1, puis ensuite j'ai su nager comme ça. Donc c'était un peu violent, hein. Je sais pas quelque chose que je recommanderais comme méthode éducative, mais c'est un peu comme ça quand même que j'ai fait, c'est-à-dire j'ai pris sur le tas. Et puis j'ai pris sur moi, ensuite il y a différentes manières de soigner ça. La boxe par exemple, ça peut en être un, le sport, et aussi le théâtre. Ce qui convient, moi j'ai fait des concours de poésie, j'étais littéraire. Donc j'allais des concours régionaux de poésie, je faisais des récitations à voix haute avant, devant un jury. Donc ça apprend, puis ensuite on arrive quand même à dépasser ça. Puis ensuite il y a l'âge aussi qui guérit quand même pas mal de blessures. Ok, très bien. Merci. Nader,
également, quel a été votre plus grand échec? Alors, moi, mon plus grand échec, j'en ai eu plein. J'ai fait sur, je ne sais même pas combien de fois. Mais le pire, je crois que c'était de passer en lycée professionnel. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une erreur, c'est faux. À mon époque, tous les gens de ma classe voulaient aller en général. C'est ce qui était je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais moi, à mon époque, le lycée professionnel, c'était pour les cassos, pour les secpas, ceux qui avaient moins de compétences que les autres. Et donc ça a été ma première gifle. En fait, du jour au lendemain, j'ai compris que moi qui étais beau, fort en classe, qui faisais malin, je me suis retrouvé à un endroit où les autres n'y étaient pas. Donc tout le monde est parti à la RI, en lycée général. Moi, je suis parti en BEP au Bourdonnien. Pour ceux qui connaissent, j'ai eu Madame Vallès et Madame Rémy en professeur. Je vais les citer après, sinon elles sont géniales. Et Nader, surtout, pourquoi tu t'es retrouvé à partir? Qu'est-ce qui a fait dans ton comportement qu'en fait tu t'es retrouvé dans cette classe? Bon, après, sans rentrer dans les détails de ma vie perso, moi, la classe, c'était un exutoire pour moi. Je venais en classe pour faire le mariole, pour me changer les idées, penser à autre chose. Et en fait, j'étais insolent, je parlais super mal au professeur, je répondais systématiquement, je pensais tout savoir sur tout, parfois mieux que le prof. Et en fait, j'ai donné à des gens qui avaient la capacité de m'aider, de ne pas m'aider. Et j'avais des bonnes notes, c'est ça le pire, c'est que j'avais des bonnes notes, j'ai eu mon brevet du premier coup avec une bonne moyenne, j'ai eu des bons résultats. Mais par contre, j'avais une attitude qui était exécrable et j'ai compris rapidement, ça m'a servi de leçon pour toute ma vie, c'est que en jouant cette carte-là, je jouais la carte de me tirer une balle dans le pied. Et ça, du coup, ça m'a servi toute ma vie. Très bien, donc le message, c'est bien d'avoir des capacités, mais si l'attitude n'est pas bonne, finalement, on ne vous aide pas, on ne vous accompagne pas et vous attirez pas forcément les bonnes choses positives à vous. Super. Carole, quelle est votre plus grande fierté? Ma plus grande fierté, aujourd'hui, je pense que c'est d'avoir réussi à concilier ma vie personnelle et ma vie professionnelle, parce que c'était pas gagné. Et que voilà, le fait d'avoir bougé, d'avoir pas forcément trouvé l'opportunité tout de suite, aurait pu m'inciter à changer de métier, à m'éloigner de ce qui finalement me passionnait, et j'aurais pu faire autre chose différemment. Et finalement, oui, je pense que c'est aujourd'hui, c'est la plus grande satisfaction. Très bien. C'est de retrouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Merci. Franck également, la même question, s'il vous plaît. C'est la même réponse. En réalité, c'est ma famille, ma femme. J'ai 4 enfants, 2 étudiants, une lycéenne et puis mon dernier qui est encore en classe de 4e, et d'avoir pu concilier les deux dans un métier où la mobilité est importante. La magistrature, comme dans la fonction publique de manière générale, en tout cas pour les corps de catégorie A+, vous avez une obligation de bouger. Moi, j'ai commencé dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, dans l'Oise, dans le Loire-Atlantique maintenant. Ensuite, on verra, il y a une obligation périodique de mobilité. Mandat de président de tribunal comme un mandat de procureur, c'est 7 ans maximal. Ensuite, on reçoit impérativement une autre obligation, ce qui est assez simple pour le fonctionnement des services. Maintenant, il y a des contraintes, parce que derrière tout ça, il y a aussi une organisation, une famille. Moi, mon père travaillait, ma mère était à la maison, j'avais vécu avec ma soeur, on avait un fonctionnement qui était à la campagne assez classique, et on ne bougeait pas trop. Donc c'est vraiment un grand bouleversement, et d'avoir pu à la fois réussir cette profession-là, et puis en même temps d'avoir conservé la même femme, on est mariés depuis 2000, depuis 96, nos 4 enfants ensemble, c'est quand même aujourd'hui peut-être un exploit. Donc voilà, je suis plus fier. Très bien. Excellente réponse. Alors, par contre, Nader, moi je ne vais pas avoir la même question pour l'instant pour toi. Moi, j'aimerais que tu me dises, quand tu as commencé à la Caisse d'épargne, notamment dans une agence, et qu'on t'a demandé qu'est-ce que tu voulais faire, qu'est-ce que tu as eu comme réponse et voilà, et qu'est-ce que tu en as tiré comme enseignement? Alors, quand je suis rentré en Caisse d'épargne, c'est mon patron de l'époque, que je remercie, qui n'est pas là aujourd'hui, qui s'appelle Damien Strémy, qui m'a demandé ce que je voulais faire dans l'entreprise. J'ai regardé avec beaucoup de... c'est mon caractère, mais beaucoup de
goût. Et je dis, bah moi je vais être à ta place. Et il me regarde, mais vraiment, ça s'est vraiment passé. Il me regarde, il me dit, bah déjà tu vas commencer par te redresser sur ta chaise, je suis ton supérieur hiérarchique. Petit 2, tu vas parler différemment parce qu'ici t'es pas au quartier. Petit 3, pas de cheveux, c'est pas possible. Je fais quelque chose, je peux pas, c'est pas possible. Donc là, il était 10h du matin, mardi du matin. J'habitais à l'époque en centre-ville. Sans vous mentir, mon temps s'est serré. Je me suis dit, mais c'est la première fois qu'on m'a parlé comme ça. J'étais jeune encore. Et donc, du coup, entre midi et 2, je suis passé devant Monoprix en centre-ville. J'ai été me chercher un pot de gel. Je suis revenu à 14h sur l'agence d'Agora à côté de Rosé. Je reviens à 14h. Il ne m'a pas félicité, il m'a rien dit, il m'a juste souri et voilà. Et cette personne aujourd'hui, c'est un de mes grands patrons, c'est pas plusieurs strates de patrons avec les épargnes, mais c'est un de mes grands patrons. Et c'est quelqu'un qui me fait confiance, qui me porte au quotidien. Voilà. Super. Je ne pouvais pas m'empêcher de te poser cette question parce que je trouve qu'elle est vraiment frappante parce qu'à un moment donné, on peut avoir envie, mais il faut avoir l'attitude, il faut avoir les bons codes, il faut avoir cet esprit positif qui fait que finalement, on va mettre sur votre chemin une personne qui va vous aider, vous accompagner. Et c'est vrai que l'attitude, c'est majeur, c'est très très important. Donc, on va finir par... alors, j'ai parlé des échecs, excuse-moi, je ne t'ai pas posé la question. Quelle est ta plus grande fierté ? Ma plus grande fierté, ça a été de réintégrer un cursus général et technologique, alors que pour moi, c'était le monde qui s'effondrait quand je suis arrivé en 2B. Donc j'ai cliqué sur tous les toits, si c'était pas ma place, je ne devrais pas être ici, je n'étais pas content. Et à l'époque, c'est pour ça que je vais les citer. Madame Vallès et Madame Rémy qui m'ont regardé toutes les deux et qui m'ont dit, bon bah écoute, si tu veux sortir d'ici, il y a une porte. Par contre, je te préviens, elle est toute petite et vous êtes beaucoup à vouloir l'apprendre. Et c'était la première adaptation. Elle m'a dit, voilà, il y a une classe préparatoire au Bourdonnais qui permet de réinsérer les élèves en cursus technologique et général. Les places sont hyper chères, seulement les meilleurs et seulement les meilleurs dossiers passent. Et si tu fais partie de meilleurs, peut-être que tu peux espérer y arriver. Donc du coup, pendant 2 ans, alors, j'ai beaucoup rigolé, mais mon attitude avait totalement changé. Je passais de la personne insolente à la personne qui était hyper respectueuse. Je rigolais beaucoup en cours, parce que c'est dans mon tempérament, je sais pas être... je sais pas, c'est pas ce que je suis. Je suis quelqu'un qui a besoin de rigoler, qui a besoin de me marier, je commence pas une journée sans rigoler, je finis ma journée en rigolant aussi. Et donc par contre, j'ai toujours été hyper respectueux, assis en cours, je participais à tous les cours, même les cours qui ne m'intéressaient pas. Hein. Vraiment, il y a des trucs, voilà. Mais par contre, j'ai toujours été positif et je me suis impliqué. Et ce qui a fait que ces 2 profs-là, Madame Rémy et Madame Vallès, elles ont porté ma candidature pour entrer en première adaptation. Ça fait bizarre de dire première adaptation dans la façon d'être un casus. Mais voilà, en tout cas, elles ont porté ma candidature, j'ai réussi à rentrer et arriver en première adaptation, c'était hyper dur parce qu'on voyait qu'il y avait un niveau qui était au-dessus. Quand je suis arrivé en terminale, donc moi j'ai mon bac avec 10,03 de moyenne, donc je pense sincèrement qu'on a été me récupérer quelques points pour que je puisse passer et avoir mon bac. Mais c'est à l'image de ce que je dis, c'est que plus on est positif, plus on a cette envie de gagner, plus les gens autour de nous, même si on est entre deux, il faut en sorte qu'on va au-dessus. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'entreprise avec moi. C'est ce qui se passe parfois. On est pile poil entre les deux. Il y a des gens qui font qu'on arrive au-dessus. Donc voilà. Merci pour ce partage. Donc là, vous avez entendu pas mal de choses très positives, des clés pour réussir, comment on a transcendé les échecs. Et donc, on va continuer. Carole, j'ai demandé à chaque intervenant, de donner une citation qui les inspire. Et Carole, vous avez choisi « Pour respecter, il faut aimer. Pour aimer, il faut connaître ». En 2 mots, pourquoi avoir choisi cette citation ? Elle n'est pas de moi. Bien sûr. C'est Eva Félin que j'admire beaucoup, qui est un écrivain, philosophe, académicien, qui écrit beaucoup d'ailleurs pour la mère de quelques
quelques années déjà. Et je trouve qu'elle est très vraie sur plein de champs, à la fois déjà pour nous les hommes, c'est-à-dire pour respecter quelqu'un, il faut l'aimer, se connaître. Pour la nature de manière générale et pour les océans, c'est aussi quelque chose qui fonctionne très bien aujourd'hui, alors qu'on a pas mal de défis vis-à-vis de la protection des océans et du comportement qu'on doit avoir au quotidien aussi pour les protéger, même s'ils paraissent très loin de notre quotidien. Donc c'est une phrase qui résonne beaucoup pour le partage et la transmission des connaissances scientifiques qui doit être la base aussi pour l'action. Merci Carole. Alors Franck, vous avez choisi tout ce qui paraît au-dessus de tes forces n'est pas forcément impossible. Oui, c'est de Marc Aurèle. Marc Aurèle, c'est un philosophe empereur, c'est le 2e siècle après Jésus-Christ. Je suis un littéraire, je suis désolé, je ne vais pas paraître trop pédant. Tout à l'heure, on citait Nietzsche. On aurait pu citer d'ailleurs aussi ce qu'il y avait en faux fronton du temple d'Apollon à Delphes, Gnotis Auton pour les hellénistes, s'il y en a, connais-toi toi-même. C'est aussi un peu ça. Moi, je préférais Marc Aurèle parce que c'est un philosophe de l'action, en réalité, d'une part, et puis il correspond tout à fait, me semble-t-il, à l'objet de votre association. Tout à fait. Futur. Très bien. Et puis, c'est le philosophe aussi de la ténacité, Marc Aurèle. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Et on peut trouver, c'est très facilement abordable, cet ouvrage de Marc Aurèle, les pensées par moi-même. Alors c'est un peu décousu. C'est-à-dire on avait l'impression que Marc Aurèle, empereur, de temps en temps écrivait un truc et puis une pensée, donc il n'y a pas nécessairement de fil, c'est pas un plan en 2 parties. En tout cas, on peut y trouver chacun son bonheur. Très bien, merci. Nader, alors la citation c'est « L'expérience est une succession d'erreurs que l'on ne recommence pas ». Donc je pense qu'au vu de ce qu'il vous a dit, j'ai laissé quand même expliquer, mais... Il y a des gens qui tentent rien, qui ne font pas d'erreur. C'est une phrase politicienne, mais c'est une réalité. Et moi, je ne me trompe pas encore aujourd'hui sur plein de sujets. J'essaie de moins en moins, parce qu'il y a un moment que j'apprenne. Mais c'est ce qui fait mon expérience aujourd'hui, ce qui fait que j'ai cette épaisseur sur tout un tas de sujets, c'est que je me suis trompé plein de fois. Et par contre, j'ai compris qu'il n'y a pas besoin de toucher le feu pour savoir que ça brûle. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous demande de les applaudir. Merci pour ce moment d'échange. Merci pour vos témoignages. Je vais taper. Alors, je vais demander à Karine Fouché, qui est vice-présidente de Nantes Université, qui nous a permis de nous accueillir aujourd'hui à la faculté de droit, qui nous a ouvert les portes, et qui est enseignante-chercheuse de droit public et à cette faculté. Merci Karine. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous recevoir. C'est un des amphis dans lesquels je fais cours. Il y en a un autre qui est un petit peu plus petit, très bel amphi, mais je voudrais vous rassurer, on ne fait jamais cours à des puissantes à peu près. Si ça peut paraître impressionnant, même en première année de droit, nos amphis sont limités à 300, 350, c'est ce que je me suis simple. Et moi j'enseigne notamment le droit constitutionnel. En première année, vous voyez, à cause de Macron, je suis obligée de revoir tout mon cours. Voilà, ce qui me met un petit peu en difficulté à ce moment sur la ligne. C'est peut-être pas fini. C'est peut-être pas fini si je voudrais sortir le référendum, mais c'est bien parce que du coup, il réactive certains mécanismes constitutionnels qu'on avait oubliés, donc c'est parfait. Si on citait aussi Trump, Putin et Zelensky, là ce serait du droit des relations internationales, donc bienvenue ici aussi. Mais je ne suis pas là pour faire la promotion de la fac de droit, je viens de remercier le doyen, qui n'est pas là aujourd'hui, mais de la faculté de droit et des sciences politiques de Nantes, qui laisse à disposition donc ses locaux, toute l'équipe de la fac de droit qui a accompagné. Et moi, surtout, je voudrais féliciter Nabila, son association, et puis également féliciter et remercier chaleureusement toutes les personnes qui sont là aujourd'hui pour organiser des ateliers, pour faire part de leur expérience. Donc nous, des Nantus, moi je suis vice-présidente et voilà, Nantes Université, c'est une des universités du territoire.
avec Angers et Le Mans sur les Pays de la Loire. 42 000 étudiants, 13 facultés, vous êtes dans une des facultés, 3 unités, des écoles d'ingénieurs. Et en fait, le message que je voudrais faire passer, puisque moi aussi je suis ici d'un milieu modeste, c'est que peut-être ce qui peut vous impressionner dans ces parcours, c'est de vous dire finalement, waouh, moi je ne me projette pas, je ne vois pas encore ce que je veux faire, tout ça me paraît très abstrait. Moi, je suis vice-présidente d'orientation, donc je suis assez bien placée pour ça. Mais en fait, dites-vous, je m'adresse aux collégiens, lycéens, qu'on n'est pas en un bloc. On n'est pas en un bloc. Tout ce qu'on représente dans nos vies actuellement, on l'a fait dans un chemin. Et votre parcours, qu'il soit à l'université ou ailleurs, ce sera un chemin. Et dans ce chemin, justement, il y a des rencontres. Et les rencontres créées par l'événement ici au Son Futur, eh bien, c'est pour permettre peut-être de créer l'étincelle et puis de rentrer chez vous et de vous dire, ah ben, en fait, j'y avais pas pensé, voilà la représentation du métier de la vente, par exemple. Je viens de vous écouter, parce que ça ne me tente pas non plus du tout, mais... et finalement, je suis sûre, ce que vous dites, que vous y plaisez, ça se sent. Et donc, on est là aussi pour lever les représentations, vous donner des codes. Alors, les codes, voilà, on se les transmet, on fait attention. Et on est plusieurs enseignants à l'université à vous les donner. On vous accueille tout juste sorti du lycée, pas d'inquiétude, on vous donne les codes, on vous explique comment ça marche. Et on fait une pédagogie qu'on qualifiera d'inclusive. Donc bienvenue à toutes et tous, profitez bien de ce moment, merci encore chaleureusement. Et puis merci aux parents aussi, merci aux parents d'être présents et peut-être des enseignants aujourd'hui, les ateliers vont pouvoir démarrer. Oui, merci. Alors j'ai voulu absolument les faire venir sur l'estrade pour que vous vous rendiez compte avec le nombre de personnes que ça représente qui aujourd'hui se sont mobilisées pour vous accueillir, pour échanger, pour vous inspirer et répondre à toutes vos questions de façon à vous aider dans votre orientation. Je souhaite que vous les applaudissiez très fortement. Merci à vous.